médecin gériatre depuis de nombreuses années maintenant et je travaille dans un établissement de personnes âgées dépendantes et il y a également une unité de long séjour. Voilà, nous accueillons 100 résidents qui ne peuvent pas rester à domicile et qui présentent des pathologies lourdes. Alors, il y a plusieurs cas de figure que nous vivons au quotidien. Il y a d'abord des personnes très âgées qui savent qu'elles vont mourir, elles l'expriment ou non, mais elles sentent que la vie tout doucement s'en va. Et donc je dirais qu'elles s'éteignent comme une petite chandelle de façon naturelle. Et c'est le plus souvent ainsi. La personne va être accompagnée par sa famille qui peut rester dormir la nuit si on attend cela la nuit, ou bien le personnel qui va être là aussi en cas de famille absente. Voilà, donc les choses se passent très, très paisiblement et naturellement. Le deuxième cas qui peut se produire, c'est le cas, je dirais, de l'urgence. La personne va mal de façon brutale et voilà, on va être obligé de prendre des décisions médicales rapides. C'est-à-dire qu'elle va étouffer, elle va faire une détresse respiratoire par exemple, et donc là on va se poser la question de la transférer dans un service aigu, ou bien de lui mettre de l'oxygène, de la réanimer sur place. Le troisième cas qui est plus rare dans nos services, mais qui se produit dans d'autres services de court séjour, médecine, réanimation, est le cas assez exceptionnel de personnes qui ont des douleurs intolérables qu'on ne peut pas calmer ou des symptômes difficiles également à enrayer. Dans ce cas, nous faisons appel aux équipes de soins palliatifs qui sont formées, compétents pour employer des antalgiques plus forts ou des moyens plus adaptés et qui sont une aide. Alors il existe ces soins palliatifs à domicile, il existe ces soins palliatifs dans les hôpitaux et dans les structures de personnes âgées. Nous avons l'habitude et nous sommes formés à l'observation des personnes, parfois même une observation fine. Une personne qui va ouvrir la bouche et avaler avec plaisir, nous en déduisons qu'elle a envie de vivre. Alors ensuite, l'entrée en communication peut se passer de diverses manières. Le toucher, les massages, utiliser aussi l'ouïe. La personne va être très sensible aux ambiances, un ton de voix très doux, une belle musique, un environnement agréable sur le plan visuel va bien sûr l'impressionner et elle sera calme ou agitée en fonction de tout ce qu'elle va percevoir sensoriellement. Nos services sont considérés souvent comme des mouroirs, des lieux très tristes où il ne faut pas que les enfants viennent, où les personnes vont être choquées de voir la vieillesse, éventuellement la souffrance, éventuellement un peu une image de la mort. Nous essayons de montrer une autre image de nos services où c'est la vie jusqu'au bout, le plaisir, la joie, l'humanité. Voilà, donc les générations doivent se rencontrer et nous faisons tout pour avoir des projets qui attirent ces enfants. Un jardin avec des fleurs, des légumes qui vont pousser, des jeux d'enfants. Quand les familles viennent faire la fête, parfois, il y a des centenaires ou des anniversaires qui sont fêtés dans le service avec une pièce à disposition. Et donc, nous sommes tous très heureux d'accueillir ces familles pour ces bons moments passés ensemble. Alors après, je pense que dans les familles, il est important de parler de la mort, de parler de la vieillesse, de la maladie, de façon très libre et de façon apaisée. C'est notre finitude qui se vit là. Et je crois qu'on vit mieux si on accepte sa finitude. Il est important de dire à l'avance si on veut être réanimé en cas de problème grave, si on est d'accord pour donner ses organes, si on préférerait être enterré ou incinéré. Voilà, ça fait partie, encore une fois, de l'attention qu'on peut avoir à nos proches. Et un jour, on ne sait pas, la mort peut nous surprendre demain, à l'improviste. Eh bien, ce sera important que les membres de notre famille puissent accompagner au mieux nos désirs dans ces moments-là.
Tout le monde a entendu parler de la loi Leonetti, qui a été promulguée en 2005 et qui fixe des règles par rapport à la fin de vie et qui a de grandes avancées très équilibrées et très humaines par rapport à toutes ces questions. Donc la loi Leonetti prévoit la possibilité à chaque personne d'écrire ses directives anticipées, c'est-à-dire d'exprimer ses souhaits quand elle rentre par exemple à l'hôpital ou bien quand elle sait qu'elle a une maladie grave. Elle va de même nommer une personne de confiance qui peut être un membre de sa famille, mais aussi un proche, un ami, quelqu'un qui va pouvoir, à sa place, si elle ne peut pas l'exprimer, dire ses désirs. Le troisième élément, c'est la collégialité de décision. Donc il faut qu'il y ait plusieurs médecins, dont un médecin extérieur au service qui puisse donner un avis, ayant recueilli auparavant le désir de la personne et les désirs exprimés par la personne de confiance au nom de la personne. Là, une décision d'arrêt des soins peut être choisie une fois toutes ces conditions réunies. L'esprit de la loi Leonetti, c'est d'éviter l'obstination déraisonnable, mais bien sûr de ne pas abandonner le patient, c'est-à-dire de mettre en œuvre les soins palliatifs quand ils sont nécessaires. Certains pays d'Europe vont encore plus loin, notamment la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, qui ont, donc dans leur législation, depuis quelques années, autorisé l'euthanasie active. C'est-à-dire un médicament que le corps médical administre, une seringue qu'on pousse et la mort survient immédiatement après. Alors par contre, la question du suicide assisté a été posée par le rapport Sicard qui s'est réuni au début du mandat du président Hollande. Voilà, alors il s'agit là de donner un médicament au patient, libre à lui de le prendre quand il le souhaite, une fois qu'il sait que son pronostic vital est engagé pour quelques mois. Voilà. Donc la Suisse et quelques États des États-Unis pratiquent ce suicide assisté. C'est une question morale très difficile également. L'idée, c'est de démédicaliser ce suicide, justement. Ce n'est pas le médecin qui donne la mort, c'est le patient lui-même qui se la donne au moment où il l'a choisi, dans les circonstances qu'il a choisies. Voilà. Donc c'est une question délicate. Il est important d'évaluer dans les pays où cela se pratique la fréquence de ce suicide assisté et puis les conséquences qui peuvent se produire, notamment sur la famille et les deuils qui semblent très difficiles après cette pratique. La loi Leonetti, aujourd'hui, si elle était appliquée et connue, couvre 99,9% des cas de fin de vie aujourd'hui. Donc quelques cas exceptionnels, effectivement, ne sont peut-être pas complètement pris en compte dans cette loi, mais est-ce que pour ces quelques cas, il faut changer la loi? Je n'en suis pas sûre.